Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le jeudi 29 mars 2018. Bienvenue à vous tous. Alors bonjour à vous mon cher François, j'espère que vous allez bien. Alors sans plus attendre, on va commencer par l'avertissement et sur risque. Loïc, que je salue également. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors demain, pas de bourse, nous dit Loïc. Alors il n'y a pas les bourses de Paris qui est fermée, la bourse de Londres également. Bon, on aura pas mal de bourses dans le monde qui seront fermées, oui. Par contre, le forex il cote donc voilà, tout ce qui va être forex, ça devrait fonctionner, matières premières également, et donc voilà, c'est simplement les indices qui normalement ne devraient pas fonctionner. Voilà. Bien le bonjour à vous Franck, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, demain il n'y aura pas de webinaire, hein. Il n'y aura pas de webinaire, quelques articles seulement. Et voilà, étant donné que c'est un jour férié au Royaume-Uni. Voilà. Et oui, tout simplement. Donc bien le bonjour à vous Franck, bonjour à tous, nous dit-il. Raymond, que je salue également, son image ok, c'est parfait, merci à vous Raymond pour, euh, pour cette confirmation. Brigitte, oui Brigitte, ça fait plaisir de vous retrouver tous les matins. Que des habitués, Phil, que je salue également. J'espère que c'est bien passé hier. Donc, comme vous avez pu le constater, il n'y avait pas eu de webinaire étant donné que j'étais absent. Donc, briefing d'actualité en clair, hein, comme on peut le résumer depuis maintenant une semaine, c'est vraiment la volatilité sur les marchés qui se poursuit en raison bien des préoccupations sur le secteur technologique. On entend peut-être une augmentation de la régulation, en tout cas un contrôle plus important du secteur technologique, tout simplement, et également le protectionnisme commercial américain qui pèse. Donc réellement, on n'a pas vraiment de catalyseur qui viendrait, et bien depuis la semaine, justifier une avancée, une progression des indices, ou en tout cas faire oublier ces préoccupations. Voilà, donc les volumes devraient rester quand même assez conséquent ce dernier jour du mois, finalement, étant donné que la bourse de Paris est fermée demain, enfin les principales bourses sont fermées demain. C'est le dernier jour du mois. Qui dit dernier jour du mois, et bien qui dit clôture de position. C'est non seulement la clôture du mois, mais également la clôture du premier trimestre, qui pour les investisseurs qui ont investi dans les indices ce premier mois, et bien finalement ne sont pas, à mon avis, très satisfaits, étant donné que eh bien les indices sont quand même sont assez bien reculés en ce premier trimestre. Voilà, donc au niveau du calendrier économique, les focus de cette journée seront du côté de la zone euro à 9h55 avec le taux de chômage, à 14h l'IPC allemand. Donc ce taux de chômage c'est l'Allemagne, hein, bien évidemment. Euh, Nous aurons le PIB final du Royaume-Uni qui sera publié à 10h30. Également le PIB canadien, l'indice PCE-US, bref, on aura quand même beaucoup de statistiques macroéconomiques aujourd'hui, donc il faudra être vigilant et comme vous pouvez le voir, c'est assez diversifié. Donc concrètement, que ce soit sur les paires européennes ou les paires ou pardon les devises européennes ou les devises américaines, il y a quand même des annonces majeures, donc prudence tout simplement sur les marchés. Un petit point de vue sur une petite analyse sur nos indices. Comme on peut voir, on a le CAD qui a hier clôturé à la hausse. Donc ça y est, on a le signal haussier finalement sur le CAD qui suggère une hausse, vous voyez, assez quand même importante. Au moins, j'anticipe au moins un repli à 38,2% de retracement de cette tendance baissière. Donc voilà, on a une marge de progression pour le CAD. Dollar US qui a bien progressé hier avant la clôture du mois. Donc le dollar qui grimpe sans réelle raison, hein, je vous rassure. Le GBP prise de bénéfice, on a le RSI qui sort de sa zone de surachat. Donc voilà, on peut s'attendre à un petit pullback de la livre sterling et au moindre pullback, ça sera, je pense, intéressant à payer. Je pense qu'on peut tracer une trendline hein, sur cette hausse hein, depuis un peu plus de 6 mois, vous voyez. Donc si on a un repli du GBP vers cette ligne de tendance,
eh bien ça serait un niveau de prix qui m'intéresserait personnellement pour passer à l'achat. Au niveau du CHF, donc vous pouvez voir qu'on a eu un rebond depuis le début de la semaine, mais finalement on a eu un échec sous la moyenne mobile à 20 jours. Donc voilà, le CHF ça reste une devise à vendre selon moi sur du moyen et long terme pour le moment. L'euro continue sa hausse petit à petit. Regardez la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 20 jours qui fait même pas finalement office de support, mais qui est plutôt, j'ai envie de dire, la ligne un petit peu médiane de cette hausse. Regardez, si on enlève le prix, alors je ne sais pas si on peut enlever le prix, mais non, donc je peux pas enlever le prix, mais faites abstrait au champ des japonais, on voit bien une moyenne mobile qui est haussière, qui grimpe progressivement, à l'image de l'euro tout simplement. Donc l'euro, moi je reste haussier sur du long terme. Tant qu'on n'a pas de retournement, je reste haussier. Et pour dire qu'il y a un retournement, au vu de cette tendance, il faudrait que le cours dépasse au moins sa moyenne mobile à 100 jours. Ce serait le premier signal, comment dire, qui me préoccuperait pour cette tendance haussière. L'AUD, toujours sous pression, guerre commerciale avec la Chine, eh bien c'est enfin moins d'échanges Amérique des États-Unis avec la Chine, c'est une économie australienne qui va être impactée indirectement et donc le marché spécule à la baisse, tout comme par exemple les marchés actions. Hein. Regardez, si vous regardez un petit peu les marchés actions et l'AUD à court terme, ils sont quand même assez corrélés. À très court terme, je dis bien sur on va dire depuis le début du mois. Regardez par exemple sur un mois, voilà, je peux pas mettre. Bon. Donc on va le comparer avec le S&P par exemple. On va se mettre sur un mois donc. Regardez un petit peu. C'est même pas depuis un mois finalement. Regardez cette corrélation, elle est surprenante. Je ne pensais même pas qu'il y aurait une corrélation comme celle-ci. S&P AUD. Voilà. Donc volatilité, crainte d'une mise en place d'une guerre commerciale sont des facteurs qui font pression tant sur le marché action que sur l'AUD. Donc en clair, ce graphique nous montre que le biais que nous avons sur le marché action est similaire à celui sur l'AUD et vice versa sur du court terme. Donc on ne peut pas être haussier sur l'AUD à court terme et baissier sur le S&P. Ou alors on mise sur une reprise de la tendance en avant, enfin de la précédente tendance qui était qui est tout simplement qui avait pas de corrélation entre le S&P et le dollar australien. Voilà. Et pour cela, pour anticiper l'arrêt de cette corrélation, une corrélation de nouveau négative, il faudrait que les inquiétudes sur la guerre commerciale soient effacées. Voilà, concrètement que Donald Trump abandonne son plan de réduire le déficit commercial avec la Chine. Donc en conclusion, la UD est plutôt perspective baissière, même s'il rebondit aujourd'hui. Voilà, tant qu'on a ces perspectives d'une mise en place de tarifs douaniers avec la Chine, eh bien la UD sera sous pression et donc sera une devise à vendre. Le NZD toujours dans sa consolidation, vous voyez, dans son range. Donc tant qu'il sort pas de son range, on n'a pas réellement de signaux. Et le yen, enfin, regardez, hier nous avons le signal baissier, la clôture sous la moyenne mobile à 20 jours. Donc j'ai envie de dire, c'est un signal baissier. Donc pourquoi pas vendre le yen. Faudra rester tout de même prudent parce que faut pas oublier que si on regarde le VIX rapidement, vous voyez qu'on a un VIX quand même qui est assez élevé. Donc volatilité élevée, ça soutient dans le fond le yen. D'accord? Donc voilà, c'est possible techniquement de vendre le yen. On a un signal baissier. Le RSI avec une divergence, il est sorti de sa zone de surachat. Donc en soi, je ne vois pas ce qu'on peut attendre de plus d'un point de vue exclusivement technique. D'accord? D'un point de vue exclusivement technique, je pense que si on rentre pas à la vente sur le yen en ce moment, on pourrait avoir des regrets dans une ou deux semaines s'il est baissier. Parce que là devant nous, en tout cas moi, j'ai mes signaux pour passer vendeur sur le yen. Voilà, maintenant,
Encore une fois, c'est pas parce qu'on a les signaux qu'il faut passer, j'exagère, mais avec un levier de 200 sur à la vente du yen. Voilà, c'est vraiment pour exagérer. Faut pas rentrer tête baissée. Mais je pense qu'avec une bonne gestion de risque, là, on a des signaux qui peuvent être très intéressants. Voilà. Donc, le yen, pour moi, ça va être la devise, à shorter pour le moment. Tant que le cours reste en dessous de cette moyenne mobile à 20 jours. Mais encore une fois, avec une prise de risque adéquate. Vraiment, je préfère, euh, répéter ce point-là, vraiment être insistant, mais parce que le yen, faut pas oublier le VIX quand même qui est assez haussier, donc qui est assez élevé. Donc voilà, faut trader par conséquent. Donc voilà, le yen face à l'euro sur du moyen long terme. Bon, même si à court terme c'est pas la devise la plus haussière, ça reste une devise qui est, on va dire, pas garantie, mais facile à acheter, l'euro. Donc l'euro yen, le JBP yen non, le CHF yen non, l'USD yen pourquoi pas, mais honnêtement, je donne pas beaucoup de crédit à cette hausse du yen, à cette hausse du dollar. Je ne donne pas beaucoup de crédit, de confiance. Donc voilà, personnellement, je ne toucherai pas à l'USD yen. Mais donc euro yen, CAD yen, vous voyez, cassure la moyenne mobile à 20 jours avec. En fait, le CAD, c'est l'inverse de la UD. On a enfin à court terme, hein, je dis bien, on a les signaux totalement inverses. L'AUD, rappelez-vous, on a la divergence baissière alors que le prix était dans un zone d'excès et on a la cassure de la moyenne mobile à 20 jours. Et bien là, on a la divergence haussière avec le RSI qui était dans une zone d'excès et le cours qui dépasse la moyenne mobile à 20 jours. On a exactement les mêmes signaux que sur l'AUD, mais c'est l'inverse. Voilà, donc CAD yen, ça pourrait être une paire très intéressante. En plus, regardez, cassure de la moyenne mobile à 20 jours sur le CAD yen, pareil, la divergence. Bon, pour moi, faut rentrer à l'achat. Direction 85. CAD direction 85. Je pense que le risque en vaut la peine. Voilà, tout simplement. Le risque vaut potentiellement la peine d'être pris. Ah, bonjour à vous tous, bonjour à vous, chers auditeurs qui viennent de nous rejoindre. J'espère que vous allez tous très bien en amont de ce week-end prolongé. Donc CAD voilà, stratégie du jour, direction 85. Voilà, ce qui fait, alors je vais anticiper votre question, où placer le stop. Donc 85, ça fait quand même 250 pips, ce qui est pas négligeable. Avec un stop en dessous du précédent plus bas, vous voyez, moi, j'aurais tendance, j'aime bien mettre les stops en dessous des précédents plus bas, ce qui est assez relatif parce que ça dépend aussi de votre caractéristique au risque, hein, si vous êtes agressif ou pas. Si vous êtes agressif, vous allez plutôt mettre un stop serré, mais un stop serré, vous laissez moins de marge pour que le cours puisse respirer. Donc plus vous allez mettre un stop serré, plus euh, vous êtes confiant sur votre niveau de timing. D'accord? Parce que le timing, c'est très important dans le trading. Parce qu'en soi, si vous achetez le CAD yen sans effet de levier, vous savez que tôt ou tard, votre objectif sera atteint. Maintenant, quand on utilise un effet de levier, on ne peut pas se permettre d'attendre 2 ans pour que notre objectif de court terme soit atteint. D'accord? Donc, il faut trader en conséquent. Et le timing rentre est très important du coup quand on utilise un effet de levier. Comme les traders futurs, les institutionnels, les effets de levier, enfin les points d'entrée sont extrêmement intéressants, les timings, plus que le prix, le timing est très important. C'est pour ça que le stop, il faut le placer selon son degré de confiance en timing. Je pense qu'on a un degré assez important quand même. Moi j'ai une confiance assez importante sur le CAD yen. Donc voilà, un stop en dessous de ce gros chandelier haussier, alors qu'on voit pas bien parce que c'est assez serré, mais ce qui fait 121 pips de risque. Alors on va zoomer ensemble. Voilà, vous voyez ce gros chandelier haussier, eh bien, moi je pourrais pourquoi pas le mettre en dessous de cette zone là. Donc 120, 130, 140 pips pour 250 pips de gain, ça fait un ratio risque-rendement près de 2, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. C'est pas tout le monde qui a un ratio risque-rendement de 2. Voilà, je continue quand même, je fais un tour sur les paires majeures, même si
voilà, ils sont tous complètement sous pression à court terme à cause de la hausse du dollar. Regardez le DXY qui rebondit sur la ligne médiane de son canal linéaire en place. Alors excusez-moi pour cette fluidité, mais je suis sur mon notepad. Enfin, je suis sur le notepad et du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on a ce canal baissier linéaire, je précise bien, donc linéaire, et là on a ce rebond sur cette ligne médiane. Est-ce qu'il faut acheter ce rebond? Non, parce que déjà, un, on est sous résistance, et deux, on est dans une tendance baissière. Voilà, et donc si on vient tester le 90, à nouveau, tant qu'il n'est pas dépassé ce niveau, pour moi, c'est un niveau de prix qui peut se shorter, et qui semble techniquement intéressant à shorter. Regardez, la dernière fois, les premières fois, c'était en février, mars, il y a une dizaine de jours, et encore une fois, je pense en début avril, ça va être le cas. Donc voilà, tant qu'il n'est pas réellement dépassé, je ne vois pas pourquoi on passerait à l'achat soudainement. Voilà, il n'y a pas eu de changement depuis la Fed. Donc voilà, dollar qui est en haut, que ce soit sur le DXY, mais également sur cet indice dollar équilibré, bien pondéré, et dans lequel il y a toutes les devises majeures, alors que sur le DXY, il n'y a pas toutes les devises majeures, hein, je tiens à le préciser. Donc voilà, dollar qui est en hausse également ici. Et donc voilà, et s'il arrive dans une zone d'excès, comme ce fut le cas, vous voyez, le 24 octobre 2010, eh bien on aurait probablement un point haut. En tout cas, ça indiquera qu'il y a un momentum qui est dans l'excès et qui donc pourrait rebaisser et entraîner le cours à la baisse. Bref, on garde un œil sur le RSI, sur les deux index dollars, qui sont pour moi les deux très importants. Et donc voilà. Donc le dollar, personnellement, cette hausse, euh, certes, elle fait pression sur toutes les devises, elle va à l'encontre de la tendance de fond sur toutes les autres paires majeures, mais pour moi, ça ne remet pas en cause, encore une fois, la tendance de long terme. Donc l'euro-dollar, s'il revient à ce niveau de prix à 1,2230, ça serait, je pense, un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. On passe au GBP. GBP 1,40, je pense qu'il peut encore un petit peu s'enfoncer au vu de l'index GBP, au vu de comment le GBP évolue sur l'index. Je rappelle, je le refais voir. Mais donc là, on a le prix, vous voyez, qu'avec des mèches de plus en plus importantes. Donc plus on a des mèches, plus on a finalement un momentum qui est on a une indécision du marché. D'accord? Dès qu'on a des grandes bougies, des grands corps, on a une direction, on a un prix d'ouverture et un prix de fermeture qui est bien différent. Donc le marché a une conviction. Maintenant, vous le savez, un doji, c'est prix d'ouverture, prix de fermeture qui sont globalement au même prix. Et ça, c'est un signe d'indécision parce que finalement, le marché n'a pas pris de direction, n'a pas convenu de direction. Il est à la hausse, à la baisse, mais finalement, il est revenu à son point initial. Donc, plus on a des mèches importantes, plus on tend vers un doji, et donc plus on tend vers de l'indécision, et donc vers une fin de tendance. En tout cas, les probabilités sont plus importantes. Donc là, vous voyez que les mèches sont de plus en plus importantes. On a un RSI qui était en zone d'achat, qui en est ressorti très récemment. Donc voilà. J'ai plutôt du coup un sentiment baissier. Je ne sais pas vous. D'ailleurs, vous pouvez me le dire dans la boîte de questions si vous avez également une opinion baissier à court terme sur le GBP. Mais moi, en tout cas, j'en ai un. Je dis bien très court terme. Et donc, voilà, je pense que le GBP USD peut au moins revenir à 1,40, si ce n'est plus bas. Et encore une fois, si le RSI, regardez, les rares fois où le RSI est revenu en dessous de 50 lorsque le cours évoluait dans ce canal, eh bien, ça donnait des prix d'entrée assez intéressants. En tout cas, ça alertait pour s'intéresser aux positions acheteuses. Regardez, ici, le RSI qui est pas sous 50, c'était le point bas au niveau du prix. Ici, c'est pareil. Le RSI sous 50, on avait les points bas avant la tendance haussière. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Donc, voilà. Si par exemple demain, finalement, les 1,40 sont sauvegardés, mais que le RSI croise à la hausse 50, ce qui veut dire que le RSI est auparavant passé en dessous de 50, eh bien, ça serait un signal d'achat. Voilà. Donc, si on a un RSI qui passe sous 50, puis qui croise à la hausse, et que le cours rebondit sur un 40, on aura le signal haussier. Voilà. D'ailleurs, regardez que cette zone est un niveau de support très important, parce que c'est non seulement un 40, le seuil psychologique, mais c'est également la moyenne mobile à 100 et à 50 et 20 jours. Voilà.
Et si on casse 1,40, ce qui peut très bien arriver, eh bien le prochain support sera 1,39,30. 1,39,30. Tout simplement. NZD, bon, pas grand chose, hein, comme vous pouvez voir. Pas grand chose. On a un biseau, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est un biseau. C'est un biseau que nous avons ici. On a deux obliques baissières. Alors attention, hein, un biseau, c'est bien deux lignes tendance dans la même direction qui convergent. D'accord? C'est pas deux droites parallèles. J'ai vu des personnes sur les réseaux sociaux qui disaient qui faisaient un triangle, qui disaient que c'était un biseau. Voilà. Donc un biseau, c'est bien deux obliques qui sont dans la même direction, c'est-à-dire soit haussière, soit baissière, et qui convergent, qui ne sont pas parallèles. D'accord? Et on nomme ce point de croisement l'apex. Apex. A-P-E-X. D'accord? A-P-E-X. Donc là, c'est pas un triangle que nous avons, c'est bien un biseau. Et un biseau bullish. Normalement, voilà, ce biseau, c'est un signal haussier. Dès qu'il est orienté à la baisse, le biseau, c'est un signal haussier. Ce qui est plutôt cohérent avec notre analyse baissière du DXY, parce que si le DXY, si le dollar continue à baisser sur du long terme, ça fait mécaniquement remonter toutes les autres devises. Le prix de toutes les autres devises, voilà. USD/CHF, voilà, hausse, 0,96, bon. Pourquoi pas? C'est plutôt neutre, baissier sur du moyen long terme. À court terme, c'est haussier. L'USD CAD, avec finalement, l'USD CAD n'a pas beaucoup réagi à la hausse par rapport, je dis bien, aux autres paires majeures. Parce que je veux dire par là, c'est que le CAD n'a pas beaucoup subi la hausse du dollar hier. Bon, on a eu une hausse du dollar US, mais comparé à ce qu'on a sur le NZD, vous voyez que là, gros chandelier baissier, ou alors l'USD/CHF, le gros chandelier haussier, eh bien l'USD CAD, il est beaucoup plus petit, ce qui prouve que le CAD est assez puissant à court terme. Voilà. Donc si on revient à 1,30, ça pourrait être un excellent prix, je pense, pour passer à l'achat. Et pourquoi pas regarder le prix. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser cette configuration, mais moi ça me fait penser à une épaule tête-épaule. Bon, on est très loin encore qu'elle soit validée, mais épaule tête-épaule, un RSI qui diverge, voilà. Voilà. C'est pas encore une épaule tête-épaule, je le précise encore une fois pour pas qu'il y ait de confusion. On peut dire que c'est une épaule tête-épaule dès lors qu'on a la cassure de la ligne de coup. Voilà. Donc pour le moment, si l'USD CAD revient à 1,30, ça pourrait être un niveau de prix très intéressant pour passer à la vente. Bien placé en plus, exactement Franck. Il est très bien placé, parce qu'une épaule tête-épaule, je vous rappelle, c'est une figure de retournement. Donc c'est sous les 1,30, enfin à peu près 1,30, mais également le haut du canal haussier. Honnêtement, c'est presque fait exprès. Vous savez, dans les cours, dans les livres d'exercice, quand il y a une image un petit peu bateau pour bien que vous compreniez, bien là, on a cette image qu'on comprend tous. Je pense qu'on l'a tous vu, cette épaule, tête épaule en formation. Donc si on a la ligne de coup qui est cassée, la ligne de coup qui est à 1,28, si on a une clôture sous 1,28, signal baissier, direction les 1,26. Hein. Voilà, donc patience sur l'USD CAD. Et l'USD Yen, voilà, rebond, on est à 106,50, que faire sur l'USD Yen? Bon, eh bien écoutez, le dollar il est aussi à court terme, le Yen a cassé sa moyenne mobile à 20 jours, donc j'aurais plutôt tendance à plutôt être haussier, mais encore une fois, je donne pas beaucoup de crédit à la hausse du dollar US. Donc, comme je vous ai dit au début du webinaire, moi le dollar, je ne vais pas payer, même s'il est haussier. Honnêtement, voilà, je n'y crois pas. Donc, l'USD Yen, comme toutes les paires majeures, pour le moment, c'est niet. Je pense que le CAD Yen, en tout cas pour moi, me semble plus intéressant. On passe sur les indices. L'Eurostoxx qui tient les 3255. Alors attention, c'est pas bon signe. Hein. Regardez sur le CAC, le DAX, plutôt le CAC. Regardez le CAC. Donc là, on a, je vous rappelle, un canal légèrement ascendant.
très très propre, hein. Regardez dans lequel l'indice évolue, honnêtement, c'est difficile de faire mieux, hein. Difficile de faire mieux, c'est très très propre. Et là, vous voyez, on a beaucoup de tests de la base du canal. Alors, plus on ajoute de tests, et plus on a tendance à dire que l'oblique est fiable. Oui, mais quand ces tests sont séparés dans le temps. Parce que si on n'a pas l'impulsion sur ce support, c'est-à-dire que finalement que le marché n'est pas convaincu. Et donc, quand on a de nombreux tests sur du court terme sur un support, c'est un signe de faiblesse. Donc c'est pas un bon signe. Donc là, ce qu'on a là, c'est pas un bon signe parce que sur les 4 jours, on a eu 4 tests de la base. Voilà. Donc c'est simplement, faut garder ça à l'esprit. C'est pas un signal vendeur, tant qu'on n'a pas à cassure, c'est pas un signal vendeur, mais c'est pas un signal non plus positif. Voilà. Donc le potentiel haussier, regardez l'euro qui est stable. Donc voilà, je pense que on va avoir une petite prise de bénéfice quand même aujourd'hui, étant donné que depuis le début de la semaine, vous voyez que finalement le marché s'est apprécié, hein. Le CAC a corrigé une partie de sa baisse de la semaine dernière par rapport au prix d'ouverture, quand même un 1,73%, vous voyez, par rapport au prix actuel. Donc je pense que le marché va prendre une partie de bénéfice. En plus de cela, je vous rappelle, on est en sa dernière séance du mois et du trimestre. D'accord? Donc on va avoir en début de semaine prochaine une réallocation des portefeuilles des institutionnels et donc on va avoir quand même pas mal, je pense, de volatilité au bénéfice ou au détriment du CAC 40. Voilà, donc aujourd'hui, plutôt opinion légèrement baissier, prise de bénéfice légèrement baissier sur les indices européens. Support du CAC, vous voyez, c'est ce prix de clôture, donc aux alentours des 5110 points. 5110 points niveau de support. Niveau de prise de bénéfice si vous êtes short. Pour le DAX, c'est pareil, vous voyez que les 12 000 tiennent. 12 000 n'ont pas été dépassés. Et là, donc le niveau de support, bon, il a déjà été testé ce matin, mais c'est celui-là à 11 920. Donc ça se peut, le DAX peut se shorter à court terme en intraday jusqu'à 11 920. Si vous avez des indices sur lesquels vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est le moment, des indices, des actifs. Mais en général, je vois que j'ai une question sur le Bitcoin, donc je vais y venir. Donc bien le bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en cours encore de ce point de marché, de ce dernier point de marché du mois et de la journée, hein, même du trimestre. Bon, je vous retrouverai de toute façon mardi, hein, ce sera le prochain webinaire, mardi matin. On continue on va faire un petit tour quand même sur Wall Street, tour outre-Atlantique. Dow Jones qui tient sa moyenne mobile à 200 jours, tout comme le S&P. Très importante cette moyenne mobile à 200 jours. Encore une fois, on va avoir une réallocation des portefeuilles semaine prochaine. Donc, vous pouvez avoir des mouvements au bénéfice ou au détriment des indices boursiers, de n'importe quel indice boursier. Donc, voilà, prudence. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, on est sur un niveau de support très important. C'est le plus bas d'un point de vue prix de clôture du flash crash, mais également la moyenne mobile à 200 jours et un seuil psychologique pour couronner le tout. Donc, c'est un niveau de support très important. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les inquiétudes actuelles ne vont pas enfoncer Wall Street et tous les autres indices dans des baisses? Parce que, voilà, on a eu quand même une hausse des marchés actions américains depuis 2 ans. Ça fait 2 ans. Et pour vous donner un ordre d'idée, un cycle boursier, un cycle bullish, c'est 2 ans à peu près. Donc, c'est entre 9 mois et 2 ans. On arrive un petit peu à terme de ce cycle. Donc, c'est pas impossible qu'on arrive dans une zone de consolidation pendant quelques mois avant de réentamer une nouvelle hausse. Alors, quand je parle de consolidation, c'est bien évidemment un petit retracement qui s'y associe. Mais vous voyez que si on fait un point sur 2 ans, c'est une ligne droite, hein. C'est depuis le point bas, de cette correction jusqu'au point haut, on a plus 60%. 60% du S&P. Voilà, donc imaginons qu'on a une correction importante. Ah, et vous voyez que c'est 23,6, donc 38,2,
2500, voilà, c'est possible que les inquiétudes actuelles sur le secteur tech, on voit bien que le marché ne s'y remet toujours pas, ça fait plus d'une semaine maintenant, et sur les plans commercial, si on a ces inquiétudes qui continuent à être importantes, à dominer l'environnement du marché, la psychologie du marché, on pourrait avoir un S&P qui revient à 2500. Donc j'ai envie de dire que ce support, il semble très intéressant. Il semble très intéressant. Maintenant, s'il est cassé, ça sera un signal baissier jusqu'à 2005. Voilà. Je passe aux commodities. Le gaz qui rebondit sur son niveau de support de 60. Donc là, je pense que déjà à court terme, le gaz peut revenir à son récent sommet. Vous voyez, son récent sommet à 2815. L'or, prise de bénéfice à 1350. Donc finalement, il n'est pas venu chercher le plus haut annuel à 1370 à peu près. Donc repli. Maintenant, je pense que c'est simplement dû à cause de la hausse du dollar. Et dès que le dollar va reprendre sa baisse, le gold va reprogresser. Donc voilà, cette baisse, pour moi, est ni plus ni moins qu'une opportunité de se positionner à la vente sur le dollar et donc à l'achat sur l'or. Mais bon, si vous êtes déjà à l'achat sur l'euro dollar, est-ce que ça vaut le coup de se positionner à l'achat sur l'or? Personnellement, je ne pense pas. Regardez l'or. D'accord? Regardez le gold. C'est la même chose, sauf que le gold est un peu plus volatile. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, ça dépend. Si vous préférez être à l'achat sur l'or, d'accord, mais sachez que si vous êtes à l'achat sur l'or et l'euro-dollar, vous ne faites que multiplier par 2 votre risque. Vous ne vous diversifiez pas réellement. Voilà. C'est pas la diversification, c'est pas du hedging, c'est un peu comme si vous achetiez 2 positions sur l'euro-dollar. Un peu près, je dis bien un peu près. Parce que la corrélation n'est pas 100% positive, mais elle doit être de 90%. Donc c'est quand même, il n'y aura pas un euro-dollar qui va être baissier pendant 3 semaines et un gold qui va être haussier pendant 3 semaines. Ou alors, c'est-à-dire qu'il y a des craintes très très importantes sur les marchés. Donc voilà, cours de l'or. Si vous n'êtes pas à l'achat sur le dollar, ça peut être intéressant de se positionner sur l'or. Mais voilà, si vous êtes déjà à l'achat sur l'euro, bon, à vous de voir. Le brut et le Brent sous résistance. Donc voilà, pas de nouveau record attendu. Donc voilà, pourquoi on a ces nouveaux records, je vous rappelle, c'est parce qu'on a des inquiétudes au niveau de l'Iran, l'armée américaine qui qui se déploie un petit peu sur ses bases au Moyen-Orient. Donc voilà, ça crée des inquiétudes au niveau des investisseurs qui sont synonymes s'il y a une guerre en Iran, enfin en tout cas s'il y a des nouvelles sanctions commerciales, eh bien ce sera moins d'offres, moins d'exportations iraniennes, de pétrole iranien, et donc moins d'offres, et donc moins d'offres pour la même demande, ça fait augmenter les prix. Donc le marché spécule, anticipe tout simplement ce scénario-là. Et donc pour le Bitcoin continue sa baisse. Vous voyez que aujourd'hui on est en train de tester cette moyenne mobile à 200 jours. Si on teste la moyenne mobile à 200 jours, prochain support, c'est le plus bas de prix de clôture, vous voyez, qui est à 7000 à peu près, 7000. Ensuite, on est chez 6000, qui est le plus bas de cette mèche. Vous voyez, 6000, c'est un fort niveau de support quand même, parce que c'était le plus bas finalement de cette baisse, le plus bas depuis le début de l'année, et puis depuis même 5 mois. Donc 6000 dollars, très fort niveau de support, mais honnêtement, vu la tendance du Bitcoin, excusez-moi, voilà. Donc, on va se mettre sur sans unité. Voilà. Vu la tendance du Bitcoin, tant qu'il est inscrit dans ce canal baissier, moi je reste baissier, et donc je reste dans son tendance, et donc je pense que le Bitcoin va petit à petit aller jusqu'à 5000, voire plus bas, S'il continue, s'il casse les 5000 et qu'il continue d'être dans ce canal baissier, j'aurai un objectif encore plus baissier. L'Ether, c'est pareil, canal baissier. Là, alors là, je précise, je suis sur un graphique logarithmique. Parce que il y en a qui vont se poser la question, oui, mais c'est quoi votre graphique? Pourquoi j'ai pas les mêmes prix? Alors si c'est les mêmes prix, c'est juste que c'est un graphique logarithmique. D'accord? Donc l'échelle n'est pas arithmétique. Et donc si vous avez un graphique linéaire, c'est probable que vous ne puissiez pas tracer ce canal. Voilà.
Donc l'Ethereum, pareil, baissier. Maintenant, on voit qu'il arrive quand même proche de sa zone d'excès. En tout cas, le momentum est déjà dans la zone d'excès. Mais on peut voir que voilà, si le cours sort par le bas de ce canal baissier, ce sera concrètement une zone d'excès. Et donc, bon, soit on peut jouer l'excès en rachetant l'Ethereum, en rachetant le cours pour une petite correction, mais bon, c'est assez risqué, hein, je vous l'accorde. Ou alors on attend tout simplement un repli en haut de ce canal pour à nouveau shorter l'Ethereum. Alors on me demande une question sur Valorec. Alors moi je suis pas du tout sur les actions. Je vais faire une analyse technique pour vous, Loïc, mais honnêtement, je préfère vous le préciser. Moi niveau fondamental, Valorec, voilà. Je pense que j'ai pas besoin de préciser, mais très bon niveau de support, hein, en tout cas. Alors, en tout cas sur du journalier. On va se mettre sur 5 ans déjà. Très important de commencer une analyse sur du long terme. Alors, tac, oula, d'accord, d'accord. Donc en baisse depuis, vous voyez, début, depuis la crise. Hein. Finalement, elle s'est pas du tout remis de la crise, Valorec. Donc là, on est sur un niveau de support quand même. Sur une année, vous voyez qu'on est quand même sur un niveau de support, donc ça peut se jouer l'achat sur du court terme. Vous voyez, chercher ce récent sommet à 4,78, ça peut être possible, hein, voire 5. 5, c'est un seuil psychologique. Vous voyez que c'était une résistance à ce moment-là. C'était un support auparavant, donc pourquoi pas un petit peu en dessous de 5, 5 euros, ça me semble possible. 4,90, 4,85, voilà, par là. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'on est sur un niveau de support. Maintenant, encore une fois, c'est que d'un point de vue technique. Au niveau fondamental, euh, je n'y connais pas. Je connais rien à Valorec d'un point de vue fondamental. Donc cette analyse se base exclusivement sur l'analyse technique. Pas de reprise sur Valorec depuis par rapport à d'autres actions. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de reprise sur Valorec. Si on regarde Valorec comparé au CAC 40, c'est clairement une action qui sous-performe, tout simplement. Allez, VK divisé par CAC 40. VK CAC 40, voilà. Donc force relative, vous voyez que finalement l'achat du CAC 40 en 2011, on a une nette surperformance du CAC vis-à-vis de Valorec depuis 2011. Et sur un an, c'est globalement pareil, vous voyez. Si on fait le bilan sur un an, alors bien évidemment, la surperformance n'est pas, c'est pas une ligne droite, hein, elle évolue. Mais vous voyez que finalement, sur un an, sur une année, on a clairement une surperformance, encore une fois, du CAC. Donc, Valorec sous-performe. Ça risque de prendre des plombes avant de monter. Alors, c'est vrai que avant de monter tout là-haut, ça risque de prendre pas mal de temps, mais bon, ça peut être demain le prochain. Euh, ça peut être demain. Pardon. Oui, ça peut être demain une action qui pourrait soutenir les marchés actions, parce que justement sa marge de progression est très importante. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère que ça aura été clair. Donc c'est le dernier webinaire de la semaine. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et écoutez, je vous souhaite un excellent week-end si je ne retrouve pas d'ici là. Et je vous dis à mardi matin pour le prochain point de marché. Mardi matin. Voilà. Excellent week-end de Pâques, chers auditeurs et auditrices. Merci encore pour votre attention, pour votre fidélité, comme toujours. C'est plaisir de voir des passionnés partager cette passion avec vous. Je vois que voilà, vous êtes tous les jours des fidèles auditeurs et qui se rejoignent à mon point de marché, et ça prouve bien votre passion, qui est comparable concrètement à la mienne. Donc voilà, c'est à souligner. Et écoutez, merci encore. Excellente journée, excellent week-end et à mardi.